Bonjour à tous, bienvenue pour le premier ici. L'Europe de 2017, l'année européenne sera-t-elle bonne? En tout cas, elle s'annonce riche en événements électoraux à souhait, avec des scrutins prévus aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en République tchèque. Partout, on s'attend à une montée des populismes boostés par l'exemple du Brexit, avec d'ailleurs une procédure de divorce à l'anglaise qui va démarrer, elle aussi, sur les chapeaux de roue cette année. Alors, les partis anti-système, europhobes, souvent aussi xénophobes, surfent aussi sur la crise migratoire qui sera toujours d'actualité cette année. Pour un tour d'horizon très complet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau les représentants des grands think tanks européens. Pascale Joannin, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Vous êtes aujourd'hui en compagnie d'Yves Bertoncini, bonjour, directeur de l'Institut Jacques Delors et président du Mouvement Européen France. Et avec vous, Guillaume Clossat, bonjour, qui est président fondateur de Europa Nova. Alors, vous avez consulté tous, bien sûr, les astres européens. Est-ce que ce sera une bonne conjoncture céleste pour l'Union européenne? L'alignement des planètes est le bon? Alors, si vous parlez de planète, si on regarde un peu au-delà des frontières européennes, je dirais que l'alignement n'est pas si mauvais. En fait, il est très stimulant. Il y a des crises tout autour de l'Europe, dans notre voisinage immédiat, à l'est, au sud, le chaos en Syrie, en Irak, en Libye, le terrorisme islamiste qui nous attaque, qui nous tue, l'agressivité russe. Il y a donc des raisons de s'unir face à cette adversité pour faire de l'Europe une réponse aux menaces. Si on ajoute à cela le fait que les deux pays fondateurs de la construction européenne, qui sont en réalité la Russie et les États-Unis, sont dans un mouvement, chacun de leur côté, qui pourrait les conduire, Poutine d'un côté, Trump de l'autre, à s'entendre sur notre dos. Il y a d'autres raisons, cette raison-là, cette conjoncture géopolitique-là, qui peut pousser les Européens à davantage s'unir, notamment sur des enjeux de sécurité collective. Ceci étant, le bémol, c'est que quand on a d'un côté les États-Unis d'Amérique, conduit par M. Trump, de l'autre côté Vladimir Poutine en Russie, et puis bientôt les Britanniques qui, sortant de l'Union européenne, vont eux aussi chercher à nous diviser les Européens, eh bien, je dirais que sur ce registre-là, il y a des forces contraires auxquelles s'ajoutent, et c'est un mot, les élections évidemment qui vont avoir lieu des élections dans des pays fondateurs. On va commencer dans l'ordre. En effet, mi-mars, on part en direction des Pays-Bas où nous attend encore une fois un certain Geert Wilders qui caracole dans les sondages, qui pourrait arriver en tête. On pourrait même lui demander de former un gouvernement. Enfin, est-ce que cette extrême droite européenne, elle peut accéder au pouvoir en 2017 de façon aussi manifeste? Je crois que tout est possible. Donc, il y a eu le Brexit, personne ne l'attendait. Il y a eu une élection à risque en Autriche où un candidat extrémiste pouvait... Donc, tout est possible. Mais en même temps, c'est pas parce c'est le premier parti... en termes de résultats électoraux, que c'est lui qui va obtenir la coalition qui est nécessaire. Et cette coalition pour Geert Wilders, elle est plutôt improbable. Donc moi, j'y crois pas trop. Mais il y a un vrai danger, il faut le reconnaître. Et derrière ça, il y a un vrai sujet qui est quelles sont les conditions de la relance européenne. Parce qu'on voit que partout, depuis le Brexit, les citoyens européens, la progression, 10-15% de citoyens attachés à l'Union européenne, ne veut pas dire que ces gens ne sont pas des eurosceptiques, mais c'est des gens qui veulent une Europe beaucoup plus efficace. Et les populistes leur servent des solutions simples, il faut le dire aussi. Alors en France, c'est le cas aussi, Pascale Joannin. Mais évidemment, des élections en France, avec Marine Le Pen qui dit qu'elle sera le premier parti, là encore, en effet, français, dans les résultats. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Il faut s'inquiéter d'un parti qui fait 30% des voix a priori et dont on donne aujourd'hui... Pour l'Europe même, voilà, et dont on donne aujourd'hui l'assurance qu'elle sera au deuxième tour de l'élection présidentielle avant d'avoir commencé le scrutin. Donc, elle part en position forte. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va y arriver. D'abord parce qu'il y a un programme, il y a des idées qu'elle va tous les challenger avec ceux qui seront son compétiteur. Et je ne suis pas sûre qu'en effet, dans la période d'incertitude qui est la nôtre, elle ne crée pas plus d'incertitude avec le programme qui est le sien et qu'elle n'apporte pas vraiment de solution. Le Frexit, est-ce qu'on risque le Frexit? Non, parce que Marine Le Pen, elle n'a pas dit qu'elle voulait sortir de l'Union européenne. Peut-être de l'euro quand même. Peut-être de l'euro, mais je ferais attention à elle. Si j'étais elle, je ferais attention à ça parce que c'est pas forcément quelque chose que les gens soutiennent. C'est-à-dire que quand on regarde l'exemple grec,
la Grèce n'a jamais quitté l'Union européenne, n'a jamais quitté la zone euro, d'accord? Et les gens sont attachés finalement à cet emblème européen qui est l'euro, qu'ils ont dans leur poche, qui est une monnaie stable, la deuxième réserve du monde, la deuxième monnaie de réserve du monde, et qui pour eux est plus importante que la monnaie qu'ils ont perdue il y a 15 ans maintenant. Ils se sont habitués à cette monnaie, ils sont pas sûrs de vouloir revenir à quelque chose qui serait peut-être beaucoup plus anxiogène pour eux, parce que les fluctuations monétaires, eh ben on sait que ça peut être dangereux, et donc la situation de leur pays qui est déjà pas brillante pourrait être encore pire si en effet on enlevait cette stabilité financière. Aussi à la championne de la zone euro et sa patronne presque, Angela Merkel, qui veut rempiler pour un 4e mandat. Est-ce que vous la sentez en bonne santé? Parce qu'elle aussi, elle est talonnée quand même par Alternative für Deutschland, c'est une extrême droite. Non, on peut pas dire qu'elle est talonnée. Elle a 15%, AfD à 15%, Mme Merkel en a 39%. C'est pas talonné, ça. Quelle est la différence d'ailleurs entre les deux pays, si on veut prendre la France et l'Allemagne? D'abord, les Français, et le FN est haut, parce que les Français sont franco-sceptiques. D'abord et avant tout, franco-sceptiques, parce qu'ils pensent que leur pays est mal gouverné depuis, allez, on va dire une décennie, pour être généreux, c'est peut-être un peu plus, un peu moins, je ne sais pas, mais enfin, ils sont franco-sceptiques. Le FN est haut d'abord pour cette raison-là. Alors, il se trouve que les Français sont aussi... que leur pays est bien je pense, et c'est pour ça qu'après 3 mandats, ce qui est quand même un exploit total, Madame Merkel étant quand même en assez bonne position pour rempiler, et on ne voit pas réellement qui pourrait la battre, parce que même si il y a des eurosceptiques en Allemagne et même des europhobes, il y en a aussi en France. Il faut quand même bien distinguer les deux. Les Français sont aussi eurosceptiques, mais ils ne sont pas europhobes. Et je suis d'accord avec Pascal, les Français n'ont aucunement envie de sortir de l'union monétaire. 2 tiers des Français veulent y rester. Pas pour des raisons romantiques, simplement parce que l'union monétaire fait la force face à la spéculation financière internationale et aux dévaluations compétitives. Et Marine Le Pen se rend compte qu'elle pourra se casser les dents sur un sujet comme celui-là, de la même façon que Geert Wilders, qui en effet pourrait arriver en tête aux Pays-Bas, a mis un peu des bémols dans la façon dont il dénonce l'euro. Et pourquoi? Parce que c'est le désordre sortir de l'euro. Il est important de peut-être le souligner, tous ces partis d'extrême droite qui sont, on le disait, en progression, alors à des degrés en effet différents, tous ces partis, ils ont pour point commun d'être soutenus financièrement et moralement par le Kremlin. L'importance de Vladimir Poutine dans les futures campagnes électorales. Les Allemands s'inquiètent aujourd'hui de piratage aussi à grande échelle, les Français, etc. Monsieur Poutine, dans 2017, dans l'avenir de l'Europe. Il y a 2 choses. Sur le soutien de ces partis extrémistes, il y a non seulement le Kremlin d'un côté, mais de l'autre côté, il y a Donald Trump, qui entretient des relations avec Marine Le Pen. Et donc, il y a une forme de paradoxe où à la fois les nouveaux États-Unis de Donald Trump et la Russie de Poutine soutiennent les partis extrémistes, et ni l'un ni l'autre n'ont véritablement envie d'une Europe qui réussisse. Et pour nous, c'est peut-être une opportunité d'avoir quelque part ceux qui ont été en quelque sorte à l'origine du projet européen, qui souhaitent l'échec du projet européen. Ça, c'est une chose. Maintenant, je pense qu'il faut prendre le sujet Poutine sérieusement. La situation économique de la Russie est catastrophique, elle est désastreuse. Les inégalités n'ont cessé de progresser. Les oligarques y règnent économiquement. La corruption est très forte. Et Poutine a besoin... ont appliqué des sanctions par rapport à la crise ukrainienne, bien sûr. Qui n'ont pas complètement marché. Mais Poutine a besoin d'exister sur la scène extérieure pour pousser une forme de patriotisme, de nationalisme russe, qui quelque part le renforce en interne face à la faiblesse de son économie. Et là, tout le sujet des Européens, c'est de parler unis par rapport à Poutine et d'avoir une stratégie qui à la fois inclut la Russie dans une dynamique d'échanges communs, et c'est important aussi qu'il y ait des échanges culturels, c'est important qu'il y ait des échanges entre les sociétés civiles européennes et russes, autrement elles s'éloignent de tout ce qui est démocratique. Et d'un autre côté, il faut qu'on ait une position sévère, parce qu'en effet, les services secrets, il semblerait que, en tout cas, les services secrets russes ou d'autres organisations attaquent, notamment dans le domaine numérique, les grands sites d'information gouvernementaux, et ça, c'est un vrai problème. Et la chancelière est extraordinairement sensible, et je suis convaincu que l'échange qu'il y aura dans quelques jours entre M. Fillon et la chancelière Merkel portera sur la Russie, et que la question que posera Angela Merkel à François Fillon sera très simple. Quel est l'avenir du couple franco-allemand? François, préfères-tu la Russie
à la dynamique européenne et à la dynamique franco-allemande. Alors, on va progresser sur d'autres empêcheurs de tourner en rond, parce que mardi dernier, il y a eu une surprise à Bruxelles quand même. L'ambassadeur britannique a brusquement démissionné alors que les négociations de divorce du Brexit vont démarrer dans quelques mois et tenir en haleine les Européens toute l'année. Alors, rappel des faits tout de suite avec Pierre Ledeuf. L'ambassadeur britannique à Bruxelles jette l'éponge. Moins de 3 mois avant le déclenchement de la procédure du Brexit, la démission d'Ivan Rogers est une surprise. Dans un long mail au bureau qui représente le Royaume-Uni à Bruxelles, il critique ouvertement le manque d'expérience de l'actuel gouvernement britannique en matière de négociations multilatérales. Le mois dernier, il s'était attiré les foudres des plus fervents partisans du Brexit pour son pessimisme à propos du temps que pourraient prendre les négociations pour conclure un nouvel accord commercial avec Bruxelles. Nous ne devrions pas avoir de diplomates qui sont pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, incapables d'accepter le résultat du référendum et qui essaient désespérément, comme Ivan, d'affirmer qu'il pourrait falloir 10 ans pour négocier un accord avec l'Union européenne. Cela n'a aucune utilité et franchement, il aurait dû partir en même temps que David Cameron le jour après le référendum. Ivan Rogers aurait-il été victime de la frange la plus radicale des pro-Brexit ? Le ministère des Affaires étrangères britannique n'a pas commenté cette démission. Avant la fin du mois de mars, la première ministre Theresa May doit activer l'article 50 du traité de Lisbonne pour ouvrir les négociations de sortie qui doivent durer 2 ans. Avec le départ d'Ivan Rogers, Londres perd l'un de ses rares hauts responsables, fin connaisseur des rouages de l'Union européenne. Il doit quitter ses fonctions dans les semaines à venir. Alors bientôt les hostilités démarrent apparemment. La clause de divorce, la fameuse, va être enclenchée. On va vers du dur ou vers du soft avec les Britanniques ? On ne sait pas où on va. Moi, je ne sais pas où les Anglais vont, parce que d'abord, c'est les Anglais qui sont maîtres du calendrier. Madame May a dit qu'elle déclencherait cet article au plus tard à la fin du mois de mars. On attend toujours la décision de la Cour suprême qui doit intervenir dans les jours qui viennent. Donc, ils sont dans le flou le plus total, nos amis britanniques. Ils ont pris une décision, enfin le peuple britannique a pris une décision qu'ils n'avaient pas prévue du tout, eux non plus, et qu'ils ont du mal à mettre en œuvre. Et ce qui veut dire que... pour quitter l'Union européenne, c'est beaucoup plus difficile que ça n'en a l'air. Alors, ils vont être dans l'Union européenne, quand bien même l'article 50 serait déclenché au mois de mars, ça veut dire qu'ils sont dans l'Union européenne en 2017 et en 2018. Pourquoi on veut déclencher cet article fin mars? C'est parce qu'on a dit que dans un premier temps, les négociations duraient 2 ans et que dans 2 ans, il va y avoir le renouvellement des institutions européennes, l'élection du président, l'élection au Parlement européen et le renouvellement de la Commission, et qu'on espère qu'ainsi, en 2019, les Anglais ayant décidé de partir en 2016 ne seront plus représentés à Bruxelles au Parlement européen ni à la Commission européenne. Mais ça, c'est un vœu qui est celui des Européens. Je ne suis pas sûre que ça prenne pas plus de temps. Oui, et moi, je pense, ce pauvre ambassadeur a osé dire que ça prendrait 10 ans quand même. Voilà, et moi, je pense, il a valu une belle démission. Voilà, il a été démissionné, soyons clairs. Non, je pense qu'il a pris les devants, mais écoutez, l'ambassadeur tire les conséquences d'un vote, qui est un vote démocratique. L'Union n'est pas une prison. Ils vont en sortir, les Britanniques, ils l'ont souhaité. Je pense que le Brexit et le bazar qu'il crée est une magnifique publicité pour les autres peuples, qui les rend encore moins europhobes qu'avant, parce que même s'ils sont eurosceptiques, ils n'aiment pas trop cette Europe de Bruxelles, ils voient bien qu'en sortir n'est pas une sinécure. Donc les Britanniques vont activer la procédure de divorce. Sortir de l'Union européenne, ça peut prendre 2 ans. La difficulté, c'est que les Britanniques ont déménagé, ils ont décidé plus exactement de déménager, mais ils ne savent pas encore dans quelle autre maison ils vont aller habiter. S'ils disaient « nous voulons habiter dans une maison de style norvégien », on sait très bien ce qu'est le statut de la Norvège vis-à-vis de l'Union européenne ou de la Suisse. La difficulté, c'est qu'ils vont chercher une maison sur mesure, quelque chose seulement pour eux. C'est ça qui pourra prendre un peu plus de 2 ans, de définir, une fois qu'ils seront sortis, le nouveau statut qui liera le Royaume-Uni à l'Union européenne. Mais avec tout le respect qu'on leur doit, il faut quand même que les Européens, pendant ce temps-là, gèrent ce divorce qu'ils n'ont pas souhaité et surtout s'occupent des autres problèmes bien plus importants pour nous. On a parlé de Trump, de Poutine, du terrorisme islamiste, du changement climatique. Les Anglais ne seront pas sur le sommet de l'agenda européen au cours des 2 prochaines années. Alors, le sommet de l'agenda européen, il y a aussi la crise migratoire. On ne l'oublie pas parce qu'elle ne se laisse pas oublier facilement. Il y a toujours des résistances à l'Est pour partager le fardeau, très fortes, alors qu'on doit essayer de modifier le droit d'asile. Et puis, il y a toujours l'Italie et la Grèce qui sont condamnés à être un peu débordés par ces migrants. Est-ce que ça va s'améliorer en 2017 ? Je crois qu'il y a déjà eu des améliorations en 2016 avec l'accord
contesté avec la Turquie, qui a freiné et ralenti le flux de migrants venant de Syrie. Un enjeu, c'est la stabilisation et la politique étrangère européenne et l'unité européenne sur ces sujets très importants de tout l'environnement. Donc il faut trouver des accords avec la Libye, il faut mettre des moyens pour stabiliser les migrants. La garde-frontière européenne a commencé à être mise en œuvre depuis la fin de l'année dernière. Donc je dirais, ça va plutôt dans le bon sens. Maintenant, je pense qu'il faut plus d'ambition. Il faut une vraie analyse commune du défi migratoire qui n'a jamais été faite. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas mis d'accord sur c'est quoi l'évolution des migrations à court, moyen et long terme. Et ça, pour moi, c'est un sujet majeur. Et il faudrait que lors de l'anniversaire du traité de Rome, on ait une réponse. Le 25 mars, 60 ans du traité de Rome. Le 25 mars, 60 ans du traité de Rome. Et pour moi, et c'est tout le travail que je crois les citoyens européens doivent faire, il faut pousser pour qu'il y ait une feuille de route concrète pour relancer l'Union sur la sécurité collective, sur les migrations, sur une stratégie industrielle et de croissance à un moment où les Américains vont faire jeu à part. Alors c'est la présidence d'un tout petit pays, Malte, en effet, pour 6 mois. Grande puissance maritime. 440 000 habitants. Sa première présidence, ils sont tous contents, bien sûr. Et en même temps, on le disait, on célèbre les 60 ans de ce traité. L'Union européenne, on a encore des choses à célébrer? Écoutez, on va se saisir de cet anniversaire pour remettre à l'endroit peut-être ce qui est la situation depuis que le Royaume-Uni a décidé de partir. Pour en effet relever ensemble les challenges qui sont les défis qui sont les nôtres, parce que c'est ce qu'attendent les citoyens. Et si en effet on prend ces décisions, les citoyens diront « Ah, enfin l'Europe s'occupe de quelque chose qui nous concerne ». Merci à tous les trois d'avoir très bien illustré ces enjeux, ces défis de l'année 2017. On continue sur ce thème avec un écrivain italien que vous connaissez certainement très bien, Eri Dolica, qui est engagé, vous allez le voir, à plus de citoyenneté européenne, lui aussi. On regarde tout de suite son interview après la pause, dans quelques minutes.